On avait une équipe marketing très demandeuse de données et à chaque fois, le process, c'était d'aller demander à une équipe tech qui était assez réduite à ce moment-là, en fait, de faire le développement, donc via des Colapy, de construire la pipeline. Pour eux, là où on est différent, c'est qu'on a une approche très self-serve. Donc, nos utilisateurs sont des utilisateurs métiers qui ne savent pas faire du SQL, qui veulent vraiment une expérience simple qui ressemble aux outils qu'ils utilisent tous les jours. Notre approche, c'est libérer du temps aussi pour l'équipe data, pour que les data analystes se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée et qu'ils laissent les équipes se servir eux-mêmes de l'outil. Aujourd'hui, je reçois Oussama, qui est CEO et fondateur chez Dynmo, la startup qui édite un nouveau Reverse ETL. Donc, il va nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est que ce concept du Reverse ETL, qui finalement est aujourd'hui presque une catégorie à part entière de cette fameuse moderne data stack dont on parle souvent sur le podcast. Ils ont déjà délivré la solution en juin et ont convaincu pas mal de beaux clients, donc notamment Galeries Lafayette et Nexity. Hello Oussama, ça va ? Très bien, et toi ? Super. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter la genèse de Dynmo ? Merci pour l'invitation. Ça fait 8 ans que je suis dans la data. J'ai fait un peu tous les métiers entre data scientist, data analyst, chief data officer chez Ornicar et ensuite 2 ans dans le conseil où j'ai aidé pas mal de grands comptes, startups, scale-up à monter des plateformes data sur le cloud en utilisant le modern data stack. Et c'est là où j'ai repéré un peu l'opportunité pour Dynmo pour avoir une solution en top du data warehouse qui permet d'en faire un peu plus que la BI, et notamment pour les équipes marketing pour qu'ils puissent se servir du data warehouse, des données qu'il y a dans le data warehouse pour construire des audiences et ensuite les envoyer vers toutes leurs plateformes marketing, que ce soit du CRM, du customer engagement ou encore des plateformes ads pour avoir des audiences tout le temps fraîches sur ces plateformes. J'ai vu que tu étais Chief Data Officer chez Ornicar. Et d'ailleurs, c'était avant Aurélien Rayet. Aurélien était passé sur le podcast à l'époque où il était Head of Data chez Welcome to the Jungle. Donc, c'était le 3e ou 4e épisode de DataGen. Et à ce moment-là, il partait chez Ornicar, donc te remplacer finalement. Tu peux nous dire en une seconde ce que tu as fait chez Ornicar ? Donc, Quand je suis arrivé chez Ornicar, j'étais dans l'équipe tech. Mon rôle, c'était vraiment de tout faire. Il y avait besoin de quelqu'un qui puisse un peu évangéliser sur tout ce qu'on peut faire avec la data. La data a été gérée par le CTO. On a commencé par construire la stack. À ce moment-là, on parlait pas trop de modern data stack. C'était vraiment le début. On parlait à peine des cloud data warehouse, Snowflake. Il commençait à peine en fait à devenir connu. Et donc voilà, la première tâche, c'était de construire la stack data. Donc je suis parti à ce moment-là sur une stack moderne. Au début, avec un data warehouse Redshift. Ensuite, on a migré sur BigQuery. Et à ce moment-là, j'ai découvert DBT. Donc c'est parmi les outils qui ont rendu tout ça possible. Et voilà, petit à petit, on a fait évoluer cette stack avec toujours un peu les mêmes outils, c'est-à-dire un Data Warehouse Cloud. À la fin, c'était un BigQuery, une ETL Cloud qui était Fivetran, et un outil de BI qui se connecte directement au Data Warehouse qui était Periscope Data. Je pense que ça n'existe plus maintenant. Et voilà, donc c'était vraiment genre la partie tech, la partie engineering. Et après, on a travaillé vraiment sur pas mal de sujets. Avec un objectif principal, c'était d'augmenter en fait les équipes internes, notamment les équipes opérationnelles, en leur fournissant rapidement en fait de la donnée qui leur permet d'accomplir leurs tâches plus rapidement et plus efficacement. Et donc là, première grosse expérience, donc plutôt scale-up. Et ensuite, tu pars dans le conseil. Ça a dû pas mal te changer, le passage de la scale-up au conseil. Ouais, alors sur Ornicar, quand je l'ai connu, c'était vraiment une startup, on était une vingtaine. Et après, j'ai vécu un peu le passage startup scale-up. Il y avait d'autres enjeux de structuration, plus strat, donc un peu moins tech. C'est parmi les raisons qui m'ont poussé en fait à revenir un peu sur des sujets opérationnels. Et j'avais cette opportunité dans le cabinet Empresage, qui fait partie du groupe Labilium, une agence média à la performance mondiale. Et mon rôle principal, c'était un rôle de directeur, c'est de lancer une offre autour de la construction de plateformes data sur le cloud, exploitant le modern data stack. Donc, pour faire simple, refaire ce que j'ai fait chez Ornicar dans d'autres contextes qui peuvent être des contextes vraiment différents, notamment chez les grands comptes, avec des systèmes legacy, avec une inertie très forte. Mais c'était très enrichissant pour voir un peu sortir un peu du cliché de la startup, de la scale-up où tout se passe très vite et rencontrer des nouvelles problématiques. Et je pense que je n'aurais pas vu l'opportunité pour Dynmo si j'avais pas fait cette expérience et été confronté à d'autres façons de voir le problème. À autant de contexte. Et alors, donc, si on revient sur la genèse de Dynmo, est-ce que chez Ornicar, tu avais déjà eu une première expérience avec un reverse ETL ou avec le concept de reverse ETL
que tu vas d'ailleurs nous expliquer juste après? Ou est-ce que c'est vraiment plutôt dans l'expérience conseil que tu as vu dans les boîtes qui avaient ce besoin justement d'un nouvel outil de reverse ETL? Est-ce que tu peux du coup en profiter peut-être pour réexpliquer le concept? Bien sûr. Alors, quand on parle de reverse ETL, revenons déjà, enfin, ça se divise en 2 mots, donc reverse et ETL. Alors l'ETL, c'est le process d'extraire les données de systèmes de production de données, donc soit des bases de données de production ou encore des outils SaaS marketing. Donc, l'ETL, elle va permettre en fait de récupérer ces données, de les extraire régulièrement et les mettre dans un endroit pour les centraliser. En général, cet endroit, c'est le Data Warehouse Cloud. Alors la reverse ETL, donc c'est un peu le process inverse, c'est la capacité à renvoyer cette donnée-là dans les systèmes de production. Donc la reverse ETL, c'est le process de sortir de la donnée du Data Warehouse pour les mettre dans des outils SaaS. Ouais, donc si on l'illustre avec quelques cas d'usage type, je sais pas, moi j'en ai qui me viennent par exemple dans des boîtes où il y a, je sais pas, des commerciaux, où il y a des sales, donc des gens qui utilisent par exemple un CRM pour prospecter, et ben ça va être je sais pas, par exemple calculer des scores dans le data warehouse et d'être en capacité de les envoyer super facilement grâce au reverse ETL dans le CRM. Et donc dans son CRM Salesforce, maintenant, à côté de chaque prospect ou client, bah, on aura le score associé et puis du coup, les équipes sales sauront, tiens, il faut qu'on priorise celui-là ou celui-là. Et ça marche aussi dans tout ce qui est outils d'activation plutôt marketing pour des campagnes, où là, ça va être peut-être des audiences. Donc, je sais pas, on va se dire, tiens, on aimerait bien targeter les gens qui sont venus sur le site et qui ont regardé telle vidéo, parce qu'on se dit qu'ils sont chauds. Et ben, on va créer une audience avec ces gens-là qu'on va appeler prospects qui ont regardé la vidéo et on peut les recracher dans les outils de Facebook, de Google, etc. C'est parfait, c'est parfait. Ça a résumé les 2 cas d'usage phares, l'enrichissement du CRM et l'export des audiences, vers des plateformes publicitaires pour réengager des clients, qui auraient, arrêté d'utiliser le service ou autre, ou encore pour, exclure des clients existants des campagnes marketing, donc voilà. Maintenant que ça, c'est clair pour tout le monde, toi, quelle était ton expérience vis-à-vis de ces projets-là et pourquoi tu as identifié qu'il fallait un nouvel outil sur le marché? Même quand j'étais chez Handicare, à ce moment-là, il y avait pas vraiment d'outils de reverse ETL. On avait vraiment ces besoins-là. On avait une équipe marketing qui est très demandeuse de données, que ce soit pour, personnaliser le programme CRM ou encore, optimiser, les campagnes d'acquisition sur les plateformes Ads, Facebook et Google et cetera. Et à chaque fois, le process que c'était d'aller demander à une équipe tech qui était assez réduite à ce moment-là, en fait, de faire le développement, donc via des Colapy, de construire la pipeline pour eux. Et parfois, c'était vraiment pour des champs de type les clients actifs sur 30 jours. Là, la prochaine fois, j'en ai besoin pour les clients actifs sur 60 jours. Et en fait, c'était un peu frustrant pour l'équipe tech parce que du coup, bah voilà, il faut changer la requête SQL, faut maintenir en fait un produit à côté du produit principal de la boîte, alors que de l'autre côté, bah, nous, côté data, en fait, on avait toutes les données et c'était notre métier de tous les jours. Et si on avait la possibilité d'enrichir nous-mêmes, en fait, le CRM, ça décharge l'équipe tech pour qu'elle se concentre sur le produit principal et aussi pour l'équipe marketing, ça accélère la mise à disposition de ces données. L'équipe marketing, à chaque fois qu'elle voulait une petite audience, par exemple que ce soit dans son CRM, dans son outil, il y avait vraiment tout un process où il fallait faire intervenir l'équipe data, bien évidemment, parce que c'est eux qui avaient la data, dans le warehouse, l'équipe tech, parce qu'il fallait créer un pipeline presque à chaque fois de manière custom entre le data warehouse et l'outil concerné. Et même une fois que tu avais un pipeline qui était créé, dès que tu allais changer 3-4 trucs sur ta requête SQL, il fallait changer le pipeline. Enfin, Exactement. c'était Et donc, ça passe par des tickets Jira, il faut le prévoir dans le temps, il faut, côté équipe tech, qu'ils le maintiennent. Rapidement, on n'a pas utilisé un outil de reverse ETL, mais à ce moment-là, il y avait un changement d'outil CRM ou MR6 qui avait une intégration native avec les data warehouse. Donc, on pouvait créer des attributs et des audiences directement sur des données qui sont dans des data warehouse cloud. Et à ce moment-là, du coup, il y avait directement une interaction entre l'analyste marketing et l'équipe CRM pour construire en fait ces audiences directement depuis le data warehouse. Ça a enlevé pas mal de frustration des 2 côtés, que ce soit côté équipe marketing ou côté tech, parce que, on a les données, plus rapidement et de façon maîtrisée et de la source de vérité, de ces données-là. Donc, c'était vraiment les débuts, mais on voulait aussi le faire pour d'autres outils, mais à ce moment-là, il fallait, maintenir, des reverse ETL en interne, donc c'était assez coûteux, donc c'était dépriorisé à ce moment-là. Ok, donc toi, fort de cette expérience de voir qu'on a vraiment besoin de plus de fluidité pour faire passer les données du warehouse à l'outil CRM, et que même lorsque un outil CRM va faire une connexion native ou deux, en fait, ce sera jamais son job d'avoir toutes les connexions. Et puis, encore une fois, tu seras limité que au CRM, alors que toi, tu veux pouvoir les renvoyer dans tous les outils d'activation. Et donc, à un moment, tu te dis, bon, il faut que je crée un outil comme ça, et tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, quoi, pour boucler la boucle avant qu'on passe sur la suite.
Oui, bah, alors, c'est pas arrivé directement après Handicare. Le domaine du Modern Data Stack, c'était vraiment très, récent. Donc il y avait pas beaucoup d'entreprises qui ont vraiment adopté le Data Warehouse Cloud parce que tous ces outils comme Dynamo, en fait, on n'aurait jamais existé s'il y avait pas le Data Warehouse Cloud et toute l'adoption du Data Warehouse Cloud comme source de vérité. Donc il m'a fallu aussi passer par des expériences, valider ces hypothèses, avec plein de clients et donc c'était l'expérience chez M13H où on a dû travailler avec pas mal de clients pour valider qu'il y a un besoin, limite un peu universel à partir d'une certaine taille d'entreprise pour avoir des outils qui permettent d'activer de la donnée de façon facile et sans lenteur. Dans les membres de l'audience qui connaissent déjà le concept de reverse ETL, ils connaissent quelques acteurs établis. Tu vois, moi, j'ai pas beaucoup expérimenté sur ces outils-là, donc je les connais pas tous. Mais je connais iTouch, notamment. Je pense que tu as dû identifier quand tu as fait ton business plan. Et je pense que du coup, voilà, ce que les gens se demandent, c'est en quoi Dynamo va être capable de se différencier ou d'apporter une valeur différente ou d'être plus adapté peut-être pour une typologie de clients différente. Enfin, voilà, c'est toujours un peu la question qui se pose par rapport à un iTouch, et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont positionnés aussi différemment sur le marché. Voilà, pourquoi c'était important de lancer Dynamo selon toi? Pour faire simple, on repose sur le même socle technologique qui est la reverse ETL, c'est-à-dire la capacité d'avoir une technologie qui te permet de sortir la donnée de n'importe quel data warehouse vers n'importe quel outil. Là où on est différent, c'est qu'on a une approche très self-serve. Donc, nos utilisateurs sont des utilisateurs métiers qui savent pas faire du SQL, qui peuvent être perdus dans des parcours de configuration ou des termes type mapping, etc. Donc, ils veulent vraiment une expérience simple qui ressemble aux outils qu'ils utilisent tous les jours, donc le CRM, les plateformes ads, pour la création des audiences clients et des événements clients et ensuite la capacité de les exporter vers les plateformes d'activation qu'ils utilisent tous les jours. Et donc, si on revient sur les reverse ETL, eux, leur approche, c'est vraiment de servir l'équipe data. Ça, c'est leur ADN de base. Donc, l'outil, il était comme une plateforme qui permet de sortir la donnée du data warehouse vers n'importe quelle plateforme. Qu'elle soit marketing, qu'elle soit une database, un Google Sheet, n'importe laquelle. C'est une plateforme d'intégration. Là où nous, en fait, on vient sur l'expérience client, on veut la rendre la plus simple possible pour des équipes marketing et parler le même langage qu'eux et vraiment pousser pour le self-serve. Donc pour le moment, on ne vend pas du tout aux équipes data. En fait, les équipes data, ils viennent configurer, c'est-à-dire connecter ce qu'on appelle les entités que les équipes marketing vont utiliser sur Dynamo. Le travail s'arrête là dans la configuration et ensuite la maintenance pour rajouter d'autres données qui ont été mises à disposition dans le data warehouse. Mais derrière, l'utilisation de tous les jours, c'est les équipes métiers. En fait, c'est un shift d'approche. C'est-à-dire que toi, ce que tu dis, c'est que les reverse ETL existants, notamment iTouch ou autres, eux, le flow qu'ils ont mis en place, ça reste l'équipe métier a un besoin. En fait, elle ouvre un ticket à l'équipe data. Par rapport au pain dont tu as parlé au début, avec le fait de devoir tout créer custom, bon, là, il y avait déjà une accélération parce que l'équipe data maintenant pouvait facilement pousser la donnée dans l'outil et répondre à la demande métier grâce au reverse ETL. Mais tu gardes ce fonctionnement où l'équipe métier reste dépendante de l'équipe data à chaque fois qu'elle a besoin de faire quoi que ce soit parce qu'elle ne peut pas utiliser l'outil qui n'a pas été pensé pour son niveau de technicité et puis pour parler son langage, comme tu le dis, quoi. Exactement. En fait, on essaie d'éviter de recréer un nouveau goulot d'étranglement, en fait, qui avant était l'équipe tech. Et du coup, aujourd'hui, il devient l'équipe data. Et là, on peut ouvrir en fait un débat autour de est-ce que l'équipe data doit être centralisée, servir en fait tous les besoins dès qu'on veut toucher à la donnée, on doit passer par l'équipe data, ou on doit en fait avoir un schéma un peu plus hybride où l'équipe data elle crée un peu des domaines et elle fournit de la donnée de qualité fiable qui peut être exploitée par n'importe quelle équipe de façon autonome, sans passer forcément par l'équipe data sur les tâches du day-to-day. Typiquement, construire une audience, je n'ai pas besoin d'aller voir une équipe data pour qu'elle me construise une certaine audience. Si j'ai un audience builder qui me permet d'utiliser toutes les entités qui sont fournies par l'équipe data sans code. Et donc ça, c'est vraiment notre approche, c'est libérer du temps aussi pour l'équipe data, pour que les data analystes se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée et qu'ils laissent les équipes se servir eux-mêmes de l'outil. Mais avec une gouvernance quand même qui permet d'être sûr que les données sont validées, qualitatives. En fait, on trouve le même fonctionnement un peu que ce qui se passe avec DBT et des outils comme Metabase ou en tout cas les outils qui sont les plus utilisés en business intelligence pour faire du self-service. C'est qu'en fait, de plus en plus, l'équipe data, elle est en charge de préparer toute la donnée, de s'assurer que tout est nickel, d'avoir les tables les plus abouties dans le warehouse et en faisant ça avec DBT, avec des tests pour que tout soit bien carré, etc. Et là, tu vas avoir des tables
vraiment pour presque chaque KPI qui sont très, très préparés. Donc, l'équipe data a encore quand même un gros boulot pour qu'ensuite ce self-service soit possible. Et ensuite, en fait, une fois que du coup, tu fais la connexion entre ces tables bien préparées et un Metabase, par exemple, ou un Looker, c'est tellement bien rangé, bien ficelé dans Metabase qu'ensuite, des profils vont pouvoir se créer leur tableau de bord ou répondre aux questions qu'ils recherchent sans faire d'erreur parce qu'il n'y aura pas besoin de faire des jointures dans tous les sens, etc. Tout aura été pensé pour cette expérience-là. Et on peut imaginer là un petit peu la même analogie, mais côté Reverse ETL, où l'équipe data aura encore un taf, bien sûr, de configuration, de penser le warehouse via DBT, via la création de tables, la modélisation, pour que derrière, les équipes métiers puissent utiliser en autonomie le Reverse ETL et activer, créer leurs audiences sans faire d'erreur, parce que la modélisation sera tellement simplifiée que voilà, ils n'auront pas besoin de comprendre toutes les tables, comment faire les filtres dès que tu as besoin de faire une audience. Parce que souvent, c'est pas seulement une limite technique, c'est une limite de compréhension du modèle, quoi. C'est que l'équipe métier, bah, en fait, elle sait pas exactement ce qu'il y a dans le warehouse et donc elle sait pas que pour calculer le chiffre d'affaires, il faut croiser 4 tables. T'as beau lui faire le truc sans SQL, elle ne sait toujours pas comment le faire, même si c'est du clic-bouton. Bref, je m'écarte un peu, mais l'analogie est bonne ou pas? Ah, mais elle est très bien. Et même, en fait, nos clients nous comparent souvent naturellement à Metabase. Nous, on essaie de bypasser cette limitation en créant en fait une couche intermédiaire entre le data warehouse et l'audience builder, ce qu'on appelle le knowledge store, qui est une sorte en fait de layer qui contient la façon avec laquelle le business voit le métier. Donc typiquement, moi je suis un e-commerçant, je vois mon métier comme j'ai des clients, j'ai des commandes et j'ai des produits. Voilà. Si tu mets en fait un audience builder qui restitue ça pour dire j'ai besoin de tous les clients qui ont ces propriétés-là et qui ont fait tant d'orders sur les 3 derniers mois sur cette catégorie de produits, en fait, je travaille avec des concepts que je connais déjà. Alors que derrière, nous, on va gérer toute cette partie-là de génération de la requête SQL, une requête SQL qui est générée, qui est persistée sur le data warehouse de l'équipe data pour qu'ils puissent aussi regarder, faire des analyses supplémentaires sur les audiences créées par les équipes. Voilà, donc il y a vraiment cette capacité de collaboration dans ce knowledge store où l'équipe data, elle fournit des données, elle les met dans un format que l'équipe marketing peut comprendre. Et ensuite, la donnée, elle est toujours monitorée parce que on voit tout dans le data warehouse, on garde rien. Chez Dinmo, tout se passe sur le data warehouse. Donc, on garde quand même, pour l'équipe data, ce maîtrise sur les données qui sont utilisées par les différents systèmes. Du coup, je trouve ça intéressant ce que tu disais au départ, parce que je comprends cette vision de vouloir du coup plus créer un outil pour les équipes métiers, d'un point de vue expérience dans l'outil, parce que c'est eux qui vont être les utilisateurs. En gros, tu disais, on parle pas tant que ça aux équipes data. Et tu vois, du coup, si je continue cette analogie avec Metabase, je me rends quand même compte qu'aujourd'hui, on voit quand même une énorme tendance qui va effectivement vers le self-service dont on parle depuis tout à l'heure, et qui émane aussi des équipes data, qui justement sont le goulot d'étranglement et je pense, de plus en plus de leaders data aujourd'hui. C'est leur caillou dans la chaussure, quoi. C'est en fait, on est un goulot d'étranglement parce que le système où on répond à des tickets pour tout, et même des demandes simples, ne scale pas du tout. C'est-à-dire que dès que la boîte grossit un petit peu, ou dès qu'elle devient un petit peu plus data-driven, il faut que tu recrutes 3 profils data, ça fonctionne pas. Et donc, il faut absolument opérer cette décentralisation et ce passage un peu au self-service où les équipes métiers sont plus autonomes pour un maximum de requêtes. Et donc, finalement, si le problème se reproduit sur le reverse ETL, qu'en fait, elles ont plus les tickets sur Metabase en termes de réponse à des questions, mais que maintenant, ils se retrouvent submergés de tickets pour pousser de la donnée via un reverse ETL, faire des audiences et tout, c'est eux qui vont finir par se dire, en fait, on en a marre de faire ça. Vous pouvez très bien le faire vous-même, vous connaissez mieux les audiences, vous comprenez mieux votre besoin. On va juste vous préparer tout le truc qui va bien, un peu comme on fait aujourd'hui quand on pense la question sur l'analytics avec DBT, Looker ou Metabase. Et maintenant, vous vous débrouillez, quoi. C'est exactement ça. Mais je pense aussi que ça vient à un certain stade de maturité. Quand on fait notre premier job de Head of Data, en fait, il y a un peu cette obsession de contrôle, d'être important, de vouloir servir tout le monde. Donc, en fait, on le voit dans cette capacité à traiter les tickets comme certaine gloire. Je suis important dans l'organisation. Je peux le comprendre. Mais en fait, au fil du temps, quand on arrive à une certaine taille d'organisation, on se rend compte en fait que ça scale pas. Cette configuration centralisée où pour aller plus vite, je vais prendre le ticket, je vais construire l'audience. De toute façon, ça me prend 5 minutes, ça scale pas parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ça enlève le focus à l'équipe data et l'équipe data, souvent, ne peut pas scaler à la même vitesse qu'aux autres équipes. On peut avoir plus de sales, plus d'opérations, mais on va pas faire en fait la même chose pour l'équipe data. Et qu'à ce moment-là, il faut changer un peu de paradigme et essayer de concentrer l'équipe data sur les tâches à valeur ajoutée, comme tu le disais tout à l'heure.
Mais en général, on l'observe exactement à une échelle de scale-up, disons, parce qu'au début aussi, la taille de l'équipe et les budgets aussi ne permettent pas forcément d'acheter des outils qui permettent le self-serve. Pour revenir un petit peu sur l'axe aventure entrepreneuriale, là, on le disait en introduction, vous avez plusieurs clients, vous avez un produit qui est shippé. Je serais curieux que tu nous dises un peu quelles ont été les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées ou que toi, tu as rencontrées aussi en tant qu'entrepreneur dans la data en France. Parce que, je sais pas, il y a peut-être des membres de l'audience, tu vois, qui réfléchissent aussi à lancer leur boîte, à lancer un outil de data. Donc, je trouve ça hyper intéressant comme retour d'expérience. Les plus grands challenges en fait que, j'ai rencontrés au début, c'est en tant que solo founder, d'être seul en fait, lancer un tel projet, et 2, first time founder. Donc, la première fois, entrepreneur, donc en fait, c'est confronté à tous ces process de, créer la structure et créer le produit et ensuite aller chercher de l'argent, comment le faire, et cetera. Donc c'était le 1er obstacle, en fait, de connaître un peu comment ça se passe parce qu'il y a pas de playbook, de comment lever de l'argent ou aller pitcher ou aller avoir, un rendez-vous avec un certain investisseur. On découvre un peu tout, mais après, une fois ceci passé, donc on rentre vraiment, vraiment dans l'expérience entrepreneuriale, c'est-à-dire on a un capital, des personnes qui ont cru dans le founder, l'idée, l'équipe qui va, exécuter ça. En fait, c'est la réalité de: «Allez, maintenant, il faut shipper le produit et aller le mettre, devant un marché». C'est extrêmement dur, surtout dans un marché qui est un peu enterprise, dans le sens où quand on parle des outils d'activation de données, de reverse ETL, c'est qu'il faut qu'il y ait un certain minimum de données, en fait, pour, qu'ils soient travaillables. Donc on arrive, en fait, sur des tailles d'entreprise, disons, PME++, scale-up ou encore enterprise. Ces clients-là, en général, ils vont vouloir, en fait, travailler avec des entreprises avec un peu plus d'historique. Donc c'est un peu compliqué au début d'aller chercher des clients pour valider même les hypothèses produits et aller, construire le produit sur des vrais retours, métiers. Donc ça, c'est vraiment, parmi les problématiques qu'on avait rencontrées. Heureusement, j'ai fait pas mal d'expériences qui m'ont permis aussi, d'avoir un certain réseau. Il faut pas se le cacher, hein, les premiers clients, on va les avoir parce qu'ils nous font confiance, ils ont confiance, en fait, dans l'idée, donc en fait, ils y vont. Oui, puis ils ont confiance en toi. Ils se disent, OK, lui, il était Chief Data Officer chez Ornicar, qui est une grosse scale-up. Après, il a fait du conseil, il a vu plein de choses. Il est parfaitement placé pour délivrer la solution dont on a besoin. Et effectivement, on en parlait avec Salma, qui était invitée, qui a monté Sifflet, c'est la solution d'observabilité. Elle parlait du concept de design partners. Elle disait c'est vachement important et ça, tu le trouves par ton réseau, quoi, ou par la pertinence sinon de ton projet. Mais je pense que bon, sur des projets comme ça, les gens ne vont pas faire confiance à quelqu'un qui a pas le bagage pour délivrer, quoi. C'est pour ça qu'on se dit, le début de startup, le sales, c'est du founder-led. Donc en fait, c'est le fondateur qui va leader ça. Parce que ça rassure et 2 parce que c'est celui qui a le plus de compréhension, de la solution, comment elle s'intègre, côté tech, côté marketing, et donc en fait, il sera le plus à même, en fait, de la vendre, en fait, de convaincre autour de lui que c'est la bonne solution. Voilà. Pour revenir sur les difficultés aussi, il y a une maturité, data qu'il faut avoir, dans le marché sur lequel tu commences, pour vendre la solution, pour agrandir ta cible et malheureusement en France, et ça l'est toujours le cas, c'est qu'il y a un certain décalage de maturité, data qu'on observe par rapport notamment aux États-Unis de quelques années, hein. Donc c'est même pas une année. Dernièrement, j'étais dans un meeting, organisé par Fivetran, qui essaie de pénétrer le marché français parce qu'en taille, ça reste un grand marché et j'étais vraiment frappé par leur pénétration du marché français. Et quand on parle de Fivetran, c'est l'outil d'ETL leader du marché avec des dizaines de milliers de clients dans le monde et en France, en fait, on parle de quelques centaines. Ça m'a frappé, en fait, de me rendre compte, à quel point, du coup, la moderne data stack n'est adoptée qu'à une certaine échelle start-up, scale-up, très tech, mais il reste encore, en fait, un grand marché. Ça démarre. Moi, je commence à avoir de plus en plus de grosses boîtes qui pensent à DBT, qui pensent à Fivetran ou qui l'ont déjà implémenté. T'en as quand même quelques-unes, mais c'est vrai que ça reste jeune. Finalement, ça a vraiment émergé d'abord dans l'écosystème startup scale-up parce que sont moins frileuses, elles peuvent plus facilement adopter des nouveaux outils pour des raisons aussi qui s'expliquent. Hein. C'est que les grosses boîtes, elles ont des process plus carrés, de sécurité, etc. Mais c'est vrai que ce retard, il est inquiétant. Je prends un peu de recul, mais pour faire émerger des pépites data françaises, du coup, on a un désavantage compétitif qui est monstrueux parce que les boîtes américaines, en fait, elles, comme elles ont ces quelques années d'avance,
bah, elles vont travailler avec les boîtes les plus matures, faire toute cette recherche et développement produit, penser les produits, etc. Et puis, elles ont le temps de gagner le marché américain, d'avoir un produit super mature, avec les économies d'échelle associées, donc avec un pricing probablement plus intéressant, machin, etc. Et puis là, elles arrivent en France au tout début, quand tu commences tout juste à avoir un marché. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça enlève toute chance à une pépite française d'avoir fait cette recherche et développement produit avec des boîtes françaises pour avoir un produit compétitif. Donc, en fait, je vois que quelques solutions possibles. C'est soit, comme toi tu le fais, c'est d'arriver avec un positionnement vraiment différent par rapport aux leaders américains. Et là, tu as quand même une chance de pénétrer parce que au fur et à mesure où le marché grossit, bah, peut-être que sur ta sous-niche, ce sera assez gros pour que tu aies un business intéressant. Soit c'est de partir aux États-Unis directement, quoi. Et d'ailleurs, on le voit, hein, des boîtes, je crois que Sifflet, d'ailleurs, Castor, qui sont un peu des pépites data françaises qui se développent fort en ce moment sur des outils d'observabilité ou de catalogue, etc., sont partis aux États-Unis très très vite, sûrement pour ces raisons-là. Faut pas se le cacher, la taille du marché cible, elle n'a rien à voir entre la France et les États-Unis, donc ça, c'est la première raison et la deuxième, c'est la maturité du marché. Donc on a envie, en fait, de rester en France, en fait, parce qu'il y a aussi plus de talents, il y a plus de subventions. En fait, l'État aide énormément, les startups à émerger, mais notamment, en fait, c'est des entreprises avec un ADN très tech, donc pas consumer, ça peut être super difficile. Et tu mentionnes 2 bons exemples. Il y a Castor, qui sont nés en France. Au bout de 2 ans, ils partent aux US. Bon, Sifflet, ils sont encore en France, mais avec des objectifs aussi, d'expansion, d'avoir des bureaux, partout dans le monde et notamment, aux États-Unis. Mais il y en a d'autres, en fait, qui sont partis chez YC, qui soit en France, mais en fait dans des incubateurs, comme Y Combinator, et cetera. Mais ça renforce l'idée que l'écosystème français ne peut pas faire émerger, des pépites tech, et ça, je pense, en fait, c'est inquiétant. Il faut que ça change de 2 côtés, que ce soit dans l'écosystème des grandes entreprises, en fait, pour faire un peu plus confiance à des startups tech françaises et ne pas demander, les 4 derniers bilans, à 50 000 références clients et en fait, d'avoir un programme spécial aussi pour les startups, pour pouvoir travailler avec les startups, pouvoir engager cette relation de design partner pour faire émerger ces solutions-là. Sinon, malheureusement, d'un point de vue rationnel, le fondateur, il va se retrouver, en fait, dans la situation de se dire: «OK, bah, j'ai pas de marché, bah, je vais partir là où il y a le marché, là où il y a les investisseurs qui vont comprendre et croire dans un tel positionnement» et donc en fait, la fuite de ces, entreprises-là vers les États-Unis et pour moi, ça peut être aussi un enjeu, de souveraineté tout simplement européenne. Quand on parle de la donnée à l'ère, de l'IA, l'enjeu de la donnée, c'est quand même extrêmement important. Donc de se retrouver avec un écosystème tech purement américain, en fait, ça quand même pose des vraies questions de souveraineté. Ouais, c'est clair. Et puis moi, je le vois aussi, parce que je suis pas mal un peu l'écosystème startup, parce que ça m'intéresse. Et tu vois le nombre de startups qui partent aux États-Unis, notamment via le programme YC. Ah, maintenant, mais ils vont chercher toutes les startups dans le monde entier. Tu sais, t'as toutes les pépites françaises là. Donc, tu vois sur LinkedIn tous les 4 matins, c'est bon, on est pris chez YC. Et tout le monde est en mode, ouais, c'est trop bien. Mais c'est ce que les gens réalisent pas, c'est que du coup, le siège est déplacé à New York ou dans la Silicon Valley ou je sais pas quoi et que toutes nos pépites un peu cool, avec nos gens les plus smart qui montent des boîtes, vu que maintenant, en plus, ils arrosent large ici, en vrai, c'est assez inquiétant, quoi. Mais bref, je ferme cet aparté une seconde, parce que je vois que le temps avance. Peut-être juste pour conclure, avant qu'on passe sur les dernières questions, quelles sont un peu les prochaines étapes pour Dynamo? C'est quoi tes gros sujets du moment, là, pour que tu nous expliques 2 secondes ton quotidien de founder? Alors, donc sur la première année de développement, on était vraiment très focus produit, parce qu'il fallait sortir le produit. La technologie n'est pas non plus des plus simples à développer, donc on a vraiment passé du temps à développer la solution qui peut être utilisée par des équipes marketing. C'est un produit d'activation de données, reverse ETL no code, on peut le mettre comme ça pour les équipes marketing. Et là, aujourd'hui, on se rend compte, en fait, en parlant à des clients, à des design partners, qu'ils ont besoin d'un peu plus de choses. Voilà, c'est-à-dire, l'activation de données seule, c'est-à-dire, sortir la donnée du data warehouse sous un format, intelligible et la mettre dans des plateformes SaaS, ce n'est pas suffisant. Souvent, ils ont besoin d'un peu plus d'intelligence. Ils n'ont pas les équipes en interne, donc typiquement pour se dire: «OK, bon, j'ai besoin de savoir mes clients, qui sont à risque de churn, mes clients qui peuvent racheter», donc en fait, de leur donner des signaux qui poussent vers l'activation. Donc un peu plus d'intelligence, en layer supplémentaire, en dessus du data warehouse, en gardant les fondamentaux, c'est-à-dire, on stocke pas de données, mais
aller vers de l'enrichissement avec de l'intelligence. Donc ça, c'est la première grande catégorie en fait de développement produit. Et la deuxième, c'est d'avoir un peu plus d'insight. En fait, les équipes marketing, contrairement aux équipes data, ne voient pas la problématique de la même façon. Donc c'est pas une problématique d'intégration pour eux, c'est une problématique d'optimisation de performance business. Donc quand ils veulent prendre une solution comme Dynamo, il faut leur montrer qu'ils peuvent générer de la performance avec l'outil. Ce qui nous pousse en fait vers des nouvelles features qui permettent de boucler la boucle, c'est-à-dire je construis l'audience qui est riche, qui est basée sur des données intelligentes. Ensuite, je vais l'activer, je vais la traiter par une campagne marketing, ads, etc. Et ensuite, j'ai envie de savoir est-ce qu'elle a performé. Faut que tu puisses presque intégrer la bêtise de dire avec cette audience, tu as fait tant, alors que l'équivalent sans l'audience, tu as fait tant, et tu calcules ton incrément de prospects ou de Ce qui clients. compte à la fin, c'est comment on permet à des équipes business de générer de la croissance grâce aux données. Donc, on doit compléter en fait le produit. Là, aujourd'hui, clairement, on a des clients pour lesquels la simple activation suffit parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. D'autres, en fait, ils veulent aller plus loin. Là, aujourd'hui, on les accompagne un peu avec du conseil, tout le recul qu'on a sur les cas d'usage qui marchent. Et donc, c'est vraiment aller vers cette notion pour dire, là, on est sur l'activation de la donnée, on veut aller vers l'activation des clients. Donc, en fait, du customer activation plutôt que l'activation de la donnée, parce que l'activation de la donnée, c'est plus un concept data et c'est pas la finalité en soi. Excellent, bah écoute, ça donne envie en tout cas, ça a l'air passionnant comme aventure. On arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Peut-être plus une communauté, et on parlait de l'écosystème tech, l'écosystème data et qu'il faut le faire vivre en France. Donc il y a la communauté Modern Data Network, on est tous dans cette communauté-là. Moi, j'encourage en tout cas toute la communauté data à la rejoindre aussi, et à en faire naître une vraie communauté tech autour de la data en France. Et deuxième aussi communauté plus internationale qui pour moi, elle est à l'origine en fait du Modern Data Stack. Donc Locally Optimistic, ils ont un Slack, ils ont un blog sur lequel en fait ils théorisent pas mal en fait sur les évolutions de la structure d'équipe data. Donc j'encourage tous les auditeurs de vraiment aller jeter un coup d'œil. C'est du contenu vraiment de qualité. Bah, je remettrai ça en description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Première chose, c'est l'aspect factuel en fait. Quand on travaille la donnée, en fait, il y a un peu moins de subjectivité. Moi, dans la vie, c'est tout le temps en fait d'éviter un peu les débats stériles où il y a beaucoup de subjectivité pour ramener un peu plus sur l'objectivité. Je trouve que de travailler sur les données, en fait, c'est factuel. Voilà, c'est ça les chiffres. Donc, il suffit d'avoir un peu un bagage qui permet de les faire parler. Et c'est un aspect qui me correspond bien. Et le deuxième aspect, c'est aussi cette capacité vraiment à répondre à des questions complexes que tout le monde se pose, tout le monde y met des hypothèses. Mais en fait, pour pouvoir donner des débuts de réponse, il faut aller creuser les données, les combiner dans tous les sens pour ensuite sortir des débuts de réponse et aller vers la solution. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Je pense, il faut accepter en fait qu'on connaît pas tout et qu'il nous reste en fait encore plein de choses à apprendre systématiquement et tout le temps en fait. Donc enlever ce côté égo, je sais faire les choses, c'est comme ça qu'il faut les faire, toutes les idées reçues et à chaque fois quand on est face à une problématique, être ouvert en fait, aller parler en fait à des pairs, aller, se renseigner sur ce qui existe sur le marché et être ouvert en fait à évoluer soi-même. Il y en a plein en fait qui vont chercher un peu la tranquillité, donc voilà, je sais le faire de cette façon-là, donc c'est ce que je vais faire encore une fois et encore une fois, répéter des années et des années. Alors que dans la data, en fait, ça évolue constamment. Pour moi, on n'est pas encore, sur un marché stable avec des outils qui se dégagent ou des choses comme ça. Ça va encore en fait, évoluer, donc il faut être vraiment, ouvert et suivre un peu cette évolution du marché et à chaque fois qu'on est face à une problématique, être pragmatique et réfléchir, à la bonne solution sans a priori, sans idée reçue. Et enfin, pour conclure, s'il y a des équipes qui veulent tester Dynamo, comment ça se passe? Je sais pas si tu proposes un test ou un truc comme ça. Alors aujourd'hui, on offre en fait, des preuves de concept en fait pendant 30 jours, donc pour essayer le produit, on essaie d'accompagner nos clients s'ils n'ont pas vraiment toutes les ressources pour intégrer leurs données, à Dynamo et bientôt on va lancer, des plans de self-service avec, des plans freemium, où on peut vraiment utiliser le produit, s'approprier le produit, le tester avant de l'acheter. Excellent. Bon, bah écoute, je mettrai aussi du coup le lien vers le site pour rentrer en contact avec toi pour ceux que ça peut intéresser en description. Merci Oussama en tout cas d'être venu nous raconter tout ça, nous partager ton expérience, nous parler de Dynamo, puis prendre un peu de recul sur le marché de la data avec moi. Je trouvais ça passionnant. Et puis je te dis à bientôt. Merci, à bientôt.